Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver dans la case du siècle pour la première partie d'un film qui en comptera deux, consacré aux syndicats et à leur place en France. C'est une histoire longue qui commence avec l'adoption du droit de se syndiquer en 1884. Elle se poursuit entre grands conflits et conquêtes sociales et révèle que les Français n'ont pas toujours boudé les syndicats. La première partie que nous allons voir maintenant souligne combien ces associations ont été nécessaires pour améliorer les terribles conditions de travail des ouvriers et faire cesser l'exploitation des enfants dans les usines. Parmi les archives qui ont retenu mon attention, un extrait de film de propagande de la CGT détaillant les gains obtenus lors du Front populaire résume l'esprit des acquis sociaux. Victoire. 8 millions de salariés obtiennent satisfaction. La Confédération Générale du Travail, avec l'aide du gouvernement du Front populaire, elle a apporté à la classe ouvrière de notre pays des avantages considérables. Semaine de 40 heures, réajustement des salaires, délégués syndicaux, conventions collectives. Plutôt engagé, le documentaire réalisé par Elisabeth Drévillon fait appel à des spécialistes du fait syndical et j'ai eu plaisir à y retrouver le grand historien de la CGT, René Mouriot. Les interviews des principaux leaders du syndicalisme français ainsi que des hommes politiques de premier plan y ajoutent une variété de points de vue. Alors entrons dans Syndicat, histoire d'un contre-pouvoir. C'est des gens qui crèvent, c'est des gens qui n'ont pas d'avenir, c'est des gens qui sont en trop. Je m'entends chiffrer là. J'ai mal au cœur. Fruit de violentes luttes sociales, le syndicalisme français a 130 ans. Plus d'un siècle au cours duquel des hommes et des femmes ont fait entendre leur voix pour un avenir meilleur. Par la force ou le dialogue. De leur lutte passée, de leur grande conquête sociale, ils ont laissé à la postérité le modèle social français. Historiens, hommes politiques, leaders syndicaux, tous acteurs de l'histoire du syndicalisme, témoignent de cette saga faite de combativité, de trahison, de rebondissement, de scission, de radicalité, mais aussi de négociation et de concession. Histoire d'un contre-pouvoir qui, dans une économie mondialisée, sur fond de crise et de chômage, va devoir s'adapter. En cette fin de 19e siècle en France, grands industriels et banquiers détiennent le pouvoir et les rênes de l'économie, tandis que la classe laborieuse travaille pour des salaires de misère et plie sous le poids de l'exploitation. « 15 heures par jour, les femmes et les hommes s'épuisent au rythme effréné de la révolution industrielle. Dès l'âge de 8 ans, les enfants prennent la direction des ateliers. Ils sont pour ces patrons âpres au gain une main-d'œuvre facile, payée 4 fois moins que les adultes. Loin des quartiers chics des grandes villes où séguait la bourgeoisie, les familles ouvrières harassées s'entassent dans des taudis où règnent l'alcoolisme, la faim et la maladie. C'est une vie pour l'essentiel dénuée de droits et de protection. Le salaire permet la simple reproduction de la force de travail. Les ouvriers sont dans une situation où ils sont largement livrés au libéralisme le plus échevelé, dans la mesure où ces ouvriers n'ont pas le droit, bien évidemment, de s'organiser. Depuis 1791, la loi Le Chapelier interdit à quiconque de se syndiquer. Alors pour ces damnés de la terre, il ne reste qu'une solution, la révolte.
Les révolutions populaires de 1830, 1848 et celle de la Commune en 1871 sont réprimées dans le sang. Mais rien n'arrête les idées révolutionnaires qui se propagent. Pour apaiser la colère du monde ouvrier, Pierre Waldeck-Rousseau, ministre de l'Intérieur, fait voter une loi qui va bouleverser les rapports sociaux. Le 21 mars 1884, l'Assemblée nationale autorise les syndicats. La loi de 1884 conçoit les syndicats comme étant d'abord des éléments de tempérance des conflits sociaux qui permettront de mieux encadrer les grèves, d'éviter qu'elles ne dégénèrent en violence. Et puis l'autre aspect très important structurellement, c'est le fait que la loi de 1884 se donne pour objectif de faire des syndicats des instruments de la régulation sociale. Le 23 septembre 1895, une réunion historique se tient dans l'arrière-salle du Café de Paris à Limoges. 75 délégués issus de divers syndicats et de bourses du travail sont réunis en congrès. Au fil des séances, parfois houleuses, on parle de la répression du patronat, de licenciements abusifs, de caisses de retraite. Le tout dans un brouhaha parfois inaudible. Soudain, le silence se fait. À la tribune, une jeune femme de 19 ans prend la parole. Elle s'appelle Marie Saderne et travaille comme corsetière dans les établissements Clément. Marie et ses camarades sont en grève depuis 108 jours. Une grève pour s'opposer à leur patronne qui les oblige, explique-t-elle, à s'agenouiller 3 fois par jour à même le sol glacé pour dire leur prière. Toute corsetière qui refuse de se plier à ce diktat est immédiatement mise à l'amende. L'assistance est médusée. Le constat est unanime. Le temps est venu de briser les chaînes et de combattre le pouvoir absolu d'un patronat conservateur. Au bout d'une semaine, les organisateurs annoncent la création de la Confédération Générale du Travail. Après bien des combats, la CGT vient de naître. La CGT prétend mettre à bas la société capitaliste, renverser la République, créer un monde nouveau, mettre en œuvre une grève générale qui permettrait, dès lors que tout le monde cesserait le travail, de chasser les patrons des usines, d'offrir finalement le pouvoir aux ouvriers et à leurs organisations syndicales. Dans les usines, les idées révolutionnaires de la CGT se répandent comme une traînée de poudre. Les patrons s'inquiètent. Au gouvernement, un ministre socialiste, Alexandre Millerand, propose alors de généraliser le dialogue social et créer un organisme composé de patrons, d'ouvriers et de parlementaires. Les industriels, les patrons, ne supportent pas cette idée. Parce que pour eux, jusqu'à présent, c'était eux qui étaient libres dans la gestion de leur entreprise. Et en plus, ça voulait dire une reconnaissance évidemment totale par le pouvoir en place des organismes syndicaux. Et donc, il n'en était pas question. La grogne s'installe chez les tout-puissants patrons de la sidérurgie et de la métallurgie. Ils ripostent et créent leur propre syndicat, l'Union des industries métallurgiques et minières. L'objectif de l'UIMM, peser sur les mesures gouvernementales, mais surtout contrer l'influence de la CGT. Le 10 mars 1906, à 6h45, une violente explosion réveille la petite bourgade minière de Courrières, dans le Pas-de-Calais. À 350 mètres sous terre, 1664 hommes qui s'acharnent à extraire le charbon sont projetés par le souffle d'un coup de grisou sans précédent. Les galeries s'effondrent et le feu se propage. La catastrophe fait plus de 1000 morts. Les corps brûlés, mutilés ou rongés par les rats sont remontés à la surface. Les veuves doivent reconnaître les dépouilles. La douleur est insupportable et la colère monte. La direction est accusée d'avoir protégé l'infrastructure au détriment des victimes. Soutenus par la CGT, les Gueules Noires déclenchent une grève générale. Plus de 60 000 mineurs suivent le mouvement, réclament une augmentation de salaire et le maintien des veuves dans leur logement. Paniquée, la direction en appelle au ministre de l'Intérieur, Georges Clemenceau, qui débarque à Courrières avec 20 000 soldats.
La rébellion est matée en quelques jours à coups de crosse. Clémenceau, c'est un homme qui considère qu'une frange du mouvement ouvrier peut être un danger. Parce que 1906-1908, on n'est pas si loin que cela de la Première Guerre mondiale. Et la CGT a annoncé que si une guerre arrivait, elle n'hésiterait pas à appeler à la grève générale et que peut-être ce serait le début de la fin pour le capitalisme et la République bourgeoise. 1911. Jean Jaurès, député du Tarn et directeur du journal L'Humanité, s'inquiète à l'Assemblée du spectre de la guerre qui plane sur l'Europe. 3 ans plus tard, le 31 juillet 1914, Jaurès, chantre du pacifisme, est assassiné. Paris se réveille en deuil. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie et 2 jours plus tard, à la France. Jusqu'en 1914, la République n'est pas doute du choix que fera la CGT, même plus que cela, puisque la Troisième République a prévu ce qu'on appelle un plan B, qui consiste à arrêter les principaux dirigeants syndicaux en cas de déclaration de guerre. Donc tout est prêt pour parer à l'éventualité d'une grève générale que déclarerait la CGT. Le 4 août, 3 jours après la mobilisation générale, plus d'1 million de personnes assistent à l'enterrement de Jean Jaurès. Le gouvernement retient son souffle. Que va faire la CGT? Léon Jouot, son secrétaire général, prend la parole et avec émotion déclare « Acculés à la lutte, nous nous levons pour repousser l'envahisseur ». Le syndicat se range aux côtés de l'État pour la défense de la nation. C'est l'union sacrée. La guerre durera 4 ans. Près d'1 400 000 soldats français y laisseront la vie. La France, ravagée, doit se reconstruire. En 1919, la CGT reprend la lutte et brandit une vieille revendication. Les salariés, qui travaillent plus de 10 heures par jour, exigent la journée de 8 heures. Clémenceau craint un soulèvement révolutionnaire et cède aux grévistes. La loi instituant la journée de 8 heures est votée le 23 avril. La victoire est historique. À l'UIMM, on peste et on prépare la riposte. Le premier principe, c'est de bien connaître l'adversaire. C'est-à-dire que dans les archives de l'UIMM, je vais trouver, par exemple, des comptes rendus des réunions du comité central de la CGT. On paye des indiques qui vont dans les cafés autour des usines. On trouve que la CGT a beaucoup trop d'importance, notamment dans la métallurgie. Et donc, on va essayer d'aider les syndicats non CGT. À cette époque, la CGT, c'est 1 500 000 adhérents. Mais presque aucun ouvrier chrétien, parce qu'il rejette son anticléricalisme. Depuis des années, le Vatican leur interdit de créer leur propre syndicat. Mais en cette année 1919, les ouvriers chrétiens s'affranchissent de la tutelle de Rome. Le 1er novembre, ils créent la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, à l'inverse de la CGT, prône la négociation plutôt que la lutte frontale. En 1920, un événement politique majeur va bouleverser la donne syndicale. À Tours, les socialistes se réunissent en congrès autour de Léon Blum. Ce jour-là, sous l'influence de la révolution bolchevique de 1917, 70% des délégués votent l'adhésion à l'internationale communiste. Une minorité refuse l'allégeance aux idées de Lénine. Le Parti socialiste éclate. Les délégués majoritaires claquent la porte et fondent le Parti communiste. 1 an plus tard, les révolutionnaires proches du PC sont exclus de la CGT. Ils créent la Confédération générale du travail unitaire, la CGTU. Dans son chalet près de Chamonix, les policiers découvrent le corps sans vie d'Alexandre Stavisky, un escroc international qui a inondé la France de faux bons aux porteurs. 200 millions de francs sont détournés. L'escroc avait des complices haut placés, un ministre,
des parlementaires, des membres de la police. La réaction arrache son masque. Le principe même de la République est attaqué. L'extrême droite s'empare du scandale et dénonce la corruption au plus haut sommet de la République. Le 6 février, l'Action française, avec ses Canaux du Roi, les Croix de Feu, les Francistes et autres ligues nationalistes, tente de prendre d'assaut l'Assemblée nationale. Le rassemblement antiparlementaire vire à l'émeute. À l'aube, on dénombre 15 morts et 1435 blessés. Tout ça engendre une volonté de rassemblement face à la montée de ces mouvements de contestation de la République, sachant que par ailleurs, il y a aussi un contexte international qui est l'arrivée d'Hitler en Allemagne en 1933. Et donc tout ça donne lieu, quelques mois après la manifestation du 6 février 1934, à la naissance du Rassemblement populaire qui va, sur le plan politique, rassembler le Parti communiste français, le Parti socialiste SFIO et le Parti radical, et qui va permettre, sur le plan syndical, la réunification de la CGT. L'action de l'extrême droite va se retourner contre elle. Et le 12 février, la gauche unie appelle à la grève générale. Pour la première fois depuis 1920, la CGT et la CGTU manifestent côte à côte pour défendre la République. Léon Blum, le leader socialiste, appelle au rassemblement et encourage la riposte. Citoyens, nous vous appelons aujourd'hui à manifester votre force, votre puissance, calme et disciplinée. Votre résolution inébranlable signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. De cette union politique et syndicale de la gauche naît le programme du Rassemblement populaire. Et le 3 mai 1936, Place de l'Opéra, on annonce au public le résultat des élections. La gauche remporte les élections législatives. Malgré tout, la colère gronde dans les usines depuis le 1er mai. Ce 1er mai, c'est un jour de grève. La CGT, puisqu'en 1936 elle est réunifiée, appelle les ouvriers à arrêter le travail traditionnellement. Sauf qu'arrêter le travail un 1er mai peut signifier être renvoyé de son usine. Et c'est ce qui se passe. Le 2 mai, lorsque certains ouvriers retournent au travail, ils ne retrouvent pas leur poste. Sauf que cette fois, les autres ouvriers de l'entreprise arrêtent le travail et très vite, tout ça engendre une espèce d'effet boule de neige. Depuis le crash boursier de 1929, les conditions de travail et les licenciements excèdent les ouvriers. Ils veulent renverser le système capitaliste responsable de leur situation. En quelques jours, des grèves se déclenchent aux 4 coins de l'Hexagone. Des millions de salariés occupent pacifiquement les usines. Nous lutterons jusqu'au bout, dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades? Oui! Le mouvement se répand, chez Renault, chez Citroën, mais aussi dans les usines métallurgiques, la chimie, le textile, le bâtiment, les transports, les mines et même dans les grands magasins. Je crois que toute la France n'a jamais été aussi politisée. Les gosses en allant à l'école, on discutait politique et naturellement, chaque gosse exprimait les idées politiques de son père. Moi, mon père était un militant communiste et un militant syndicaliste. C'est dire que tout jeune, j'ai baigné dans une atmosphère syndicale. Il y a vraiment le sentiment que puisque les socialistes, en majorité, ont la possibilité de gouverner, il faut les pousser à agir. Et c'est spontanément que se développe une grève générale qui paralyse la France. Dans les usines, des grèves joyeuses et calmes imposent la volonté des ouvriers. L'occupation des lieux de travail s'organise dans la bonne humeur. Le soir, les familles se joignent aux grévistes. Dans les ateliers, on danse la java et la valse au son de l'accordéon. Une ambiance bon enfant, orchestrée par la CGT. Au plus fort du mouvement, on compte 12 000 grèves et 9 000 occupations d'usines. Avec ses 4 millions d'adhérents, le premier syndicat de France sait se faire entendre. Acculé,
Le patronat, sur la défensive, demande l'aide de l'État. Lambert Ribot, qui est devenu délégué général de l'UMM, le 4 juin 1936, va appeler Léon Blum. Tout simplement parce qu'ils étaient collègues au Conseil d'État. Et il dit à Léon Blum, écoutez, il faut absolument que vous organisiez une table ronde pour qu'on parle, parce qu'il faut endiguer ce mouvement, sinon c'est la révolution. Le 5 juin, à l'hôtel Matignon, patrons et syndicats se réunissent autour de Léon Blum. Le moment est historique. C'est la première fois que sur un même pied d'égalité, l'État facilite les négociations entre partenaires sociaux. C'est quelque chose qui enclenche, à mon avis, durablement, dans la situation française, plutôt en retard de ce point de vue, une dynamique de négociation collective nouvelle. Pour relancer la production dans leurs usines, les patrons cèdent à toutes les revendications syndicales. Les accords de Matignon sont signés le 7 juin. Ils vont révolutionner le monde du travail. Victoire. 8 millions de salariés obtiennent satisfaction. La Confédération Générale du Travail, avec l'aide du gouvernement du Front Populaire, elle a apporté à la classe ouvrière de notre pays des avantages considérables. Semaine de 40 heures, réajustement des salaires, délégués syndicaux, conventions collectives. Sans oublier 15 jours de congés payés. Des vacances que certains passent sur les plages, jusqu'alors réservées aux nantis. Une nouvelle France vient de naître. Je crois que cette période du Front populaire, c'est la période où le peuple de France a été le plus heureux depuis des siècles et des siècles. Ça a été un changement fondamental dans la vie des ouvriers et je crois en plus de liberté. Mais la guerre civile espagnole et la crise économique qui paralyse la France vont freiner la dynamique du Front populaire. En 1937, Léon Blum annonce la fin des réformes sociales. Pourquoi une pause? D'abord, pour une raison bien simple, bien vulgaire, c'est que depuis 8 mois passés, nous sommes allés très vite. Fragilisé, Léon Blum démissionne. Un an plus tard, face à la montée du fascisme en Europe, Édouard Daladier, président du Conseil, remet en cause un acquis majeur du Front populaire. Tant que la situation internationale demeurera aussi délicate, il faut qu'on puisse travailler plus de 40 heures et jusqu'à 48 heures dans les entreprises qui intéressent la défense nationale. Il ne s'agit nullement d'abroger la loi de 40 heures, mais de permettre à toutes les entreprises qui le peuvent de travailler davantage. La CGT refuse de revenir sur les 40 heures. Elle appelle à la grève générale. Pour le patronat vaincu en 1936, c'est la revanche. Là, ces mouvements de grève ont été très anticipés par les patrons. Et novembre 38, ça va être l'occasion de faire le ménage. Le mot d'ordre, c'est « vous licenciez les syndicalistes ». 45 000 grévistes sont arrêtés, poursuivis devant les tribunaux et licenciés. La grève générale ne verra jamais le jour. 1938 marque le premier échec du premier syndicat de France. Les troupes nazies s'abattent sur l'Europe, la guerre menace. L'Allemagne et l'URSS signent un accord de non-agression entre Staline et Hitler. Ce pacte germano-soviétique déclenche une crise à la CGT. Les syndicalistes communistes vont devoir choisir leur camp. À partir du pacte germano-soviétique, ce qu'on leur demandait, c'était de renier leurs idées communistes. La plupart avaient refusé. Ils ont été démis de leurs responsabilités syndicales. C'est ainsi que mon père a été démis de sa fonction de secrétaire de la section des mineurs de Rabeaucourt. Le 1er septembre 1939, les armées d'Hitler envahissent la Pologne. La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Le 14 mai 1940, les troupes allemandes victorieuses entrent dans Paris.
Le 23 juin, au lendemain de l'armistice, le maréchal Pétain forme son gouvernement. Pierre Laval devient ministre d'État et vice-président du Conseil. Il donne le ton. De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle Europe. Pour construire cette Europe, l'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Un ancien numéro 2 de la CGT, René Belin, est nommé ministre du Travail. Le ministre du Travail est un ancien dirigeant de la CGT qui va lutter à l'intérieur de la CGT avant-guerre contre ces minoritaires communistes qui sont en train de grignoter des parts de marché au sein de la CGT, qui sont en train de s'emparer petit à petit de la majorité et donc éventuellement de la direction de la CGT. Et c'est lui qui va décréter donc l'interdiction des confédérations syndicales. Le 9 novembre 1940, le gouvernement de Vichy interdit par décret tous les syndicats ouvriers et patronaux, à l'exception de l'UIMM. Une interdiction qui renvoie le monde syndical un siècle en arrière. Pour combattre l'occupant, des milliers de militants CGT et CFTC entrent dans la résistance. Nombre d'entre eux seront arrêtés, torturés et fusillés. La France est divisée. Certains patrons, petits ou grands, ont décidé de collaborer. Comme Louis Renault, qui depuis les années 30, vante le modèle économique et social allemand. Mais il faut dire que là, il y a toute une gamme entre le chef d'entreprise qui est d'accord avec l'idéologie nazie et puis celui qui, et c'est la plupart, qui est pragmatique avant tout. Ils ont des contraintes supplémentaires. Ils vont faire avec. Et les commandes allemandes, dans certaines entreprises, elles vont traîner énormément. Après 4 ans d'occupation, le général de Gaulle et les Alliés entrent dans Paris libéré. Un an plus tard, l'Allemagne capitule. Et voici Le Havre aujourd'hui. Celle de nos grandes villes peut-être qui ressemble le moins à une ville. Pilonnée, écrasée, labourée. Une ville pas plus haute qu'un homme. Au lendemain de la libération, les syndicats vont prendre une place prépondérante dans la vie politique et économique du pays. L'année 1945 marque un événement inédit. En janvier, le général de Gaulle forme un gouvernement d'union nationale qui rassemble des gaullistes, des socialistes et des communistes. Pour la première fois, tous les syndicats, tous les partis politiques sont unis pour mettre en œuvre le programme du Conseil national de la résistance, écrit dans la clandestinité entre 1943 et 1944 sous la présidence de Jean Moulin. En 1945, le programme du CNR a ceci de différent de ce qu'a pu être le Front populaire entre 1936 et 1938, qu'il est au fond, à ce moment-là, à la libération, un programme consensuel. On a quelque chose qui va plus loin parce que sont prévues dans les mesures contenues dans le programme du CNR des nationalisations d'une ampleur inégalée. Nationalisation dans les transports, à EDF, dans les grandes banques, les charbonnages de France, ainsi que les usines Renault. Des nationalisations qui vont transformer l'État en un acteur à part entière de l'économie. Le ministre communiste Maurice Thorez appelle les travailleurs communistes et les syndicalistes à retrousser leurs manches pour relancer la production nationale. La France a besoin de charbon, les mineurs contribueront à l'effort d'après-guerre. Je dirais qu'il y a eu une grande compréhension de l'appel à la production. Il faut dire que le Parti communiste influençait la majorité des ouvriers dans le secteur où j'étais. Et tous les mineurs avaient leur carte syndicale et il y avait une confiance totale. Les mineurs voyaient qu'avec l'effort qu'ils faisaient pour le redressement du pays, et ils étaient fiers de faire cet effort, il y avait aussi une amélioration de leurs conditions matérielles. Les nationalisations s'accompagnent de grandes réformes sociales qui vont contraindre l'ensemble du patronat à s'asseoir à la table des négociations. L'UIMM, mais aussi le CNPF, deuxième syndicat patronal fondé en 1945 sur demande du gouvernement.
le rapport de force a momentanément changé de camp. C'est-à-dire qu'il est du côté du pouvoir politique et pas du côté du pouvoir patronal. C'est absolument évident. Les réformes sociales sont portées par le ministre communiste Ambroise Croizat. Et cet ancien ouvrier métallurgiste a toute légitimité à les mettre en place. Lui qui, en 1943, a participé aux travaux du CNR au nom du Parti communiste. Au fil des mois, les réformes s'installent. La retraite, puis le régime des prestations familiales, les délégués du personnel, les comités d'entreprise et la plus importante de toutes, la création de la sécurité sociale. En annonçant cette loi qui fonde le socle du modèle social français, Ambroise Croizat pense peut-être aux dernières paroles prononcées par son père avant de mourir. « Ne plie pas, petit, le siècle s'ouvre ». Et puis ce programme du CNR aboutit aussi à la 4e République, qui naît en 1946. Or, la Constitution de la 4e République, elle a cette particularité dans son préambule de faire de la grève et du droit de se syndiquer des droits constitutionnels. Mais en cette période d'après-guerre, gérer le quotidien est la seule préoccupation des Français. Plus de 6 millions de personnes sont sans logement et s'entassent dans les ruines ou des abris de fortune. Les tickets de rationnement en vigueur sous l'occupation allemande refont surface. Il faut relever le pays. Le gouvernement accepte l'aide américaine du plan Marshall. Du blé, des camions, des wagons, des tracteurs. Et en contrepartie, l'oncle Sam obtient la tête des ministres communistes du gouvernement. On a senti un changement dans les pays. D'une part, des attaques sur les salaires, une attitude qui commençait à être différente de la part des agents de maîtrise. C'est sans doute dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais que la grève de novembre-décembre 1947 a été la plus puissante, la plus suivie. Les ouvriers se mobilisent contre le départ des ministres communistes, mais aussi contre l'inflation et la hausse des prix. La grève redevient l'arme du salarié, et le mouvement, soutenu par la CGT et le Parti communiste, s'étend sur toute la France. Chez Renault, Michelin, EDF, chez les métallos ou encore dans les banques, atteignant son paroxysme dans les bassins mouillés. Le gouvernement, qui craint un complot communiste, réagit violemment. Jules Mock, ministre socialiste de l'Intérieur, fait revenir d'Allemagne les troupes d'occupation pour briser la grève des mineurs. Les affrontements entre les gueules noires, l'armée et les CRS ont des allures de guerre civile. Bilan, 6 morts, des milliers de blessés et plus de 3000 arrestations. Et le mouvement était encore très solide lorsque, en raison de son affaiblissement dans les autres professions en France, Benoît Frachon et la CGT ont donné le mot d'ordre de reprise du travail. Les syndicats sortent brisés des affrontements. Look at the signs they carry. US go home. La guerre froide partage le monde. Les pays de l'Ouest acceptent le plan Marshall. L'Union soviétique riposte en accélérant la satellisation des pays occupés par l'armée rouge. La CGT, forte de 5 millions d'adhérents, est au bord de l'implosion. Le courant communiste de Benoît Frachon soutient l'URSS contre l'avis des anticommunistes de Léon Jouot. Ce contexte de guerre froide est évidemment un des éléments majeurs qui permet de comprendre la scission de 1947. Enfin, entre la libération et 58, la grande nouveauté du paysage syndical, c'est la création de forces ouvrières. Léon Jouot claque la porte. Le jour où il a décidé de suivre les camarades pour créer FO, ça n'a pas été de gaieté de cœur. Hein, il a pleuré ce jour-là, Léon Jouot. Vous êtes militant, on ne se résout pas facilement à quitter une organisation syndicale. Mais pour des raisons de principe, de conviction, de conception syndicale, il a suivi ceux qui, dans la CGT, ont créé la CGT Force ouvrière. Depuis la fin de la guerre, l'Amérique inonde l'Europe de dollars, ce qui bouleverse les rapports de force dans les syndicats européens.
En France, c'est le nouveau syndicat FO qui bénéficie de la manne américaine. Des dollars distribués par Irving Brown, représentant du syndicat américain AFL-CIO, mais surtout honorable correspondant de la CIA. André Lafont, du bureau confédéral de FO, écrit à Irving Brown. Mon cher Irving, je t'avais demandé de me faire tenir un détail des sommes que tu avais fournies aux différentes personnes de notre confédération Force ouvrière. Tu m'as répondu que tu avais fait remettre 100 000 francs à Devigne. Alors, les services secrets américains étaient-ils au cœur du syndicalisme français? Ah non, mais ce n'est pas la vérité, tout simplement. Hein, puisqu'on était minoritaire dans la CGT, donc tout restait, quasiment tout à la CGT. Et nous avons obtenu à l'époque une aide des syndicats américains. Alors maintenant que les syndicats américains aient des budgets de coopération dont une partie des fonds viennent de l'administration américaine, mais ça a toujours existé et ça existe encore aujourd'hui. Tous les historiens reconnaissent que dans les crédits de la AFL-CIO, il y a des crédits de la CIA. Et comment on le voit? On regarde simplement les comptes de la AFL-CIO, c'est écrit noir sur blanc. La naissance de FO est aussi celle d'un nouveau pluralisme syndical et la fin de la toute-puissance de la CGT. Mars 1963. La France du général de Gaulle et de la Ve République entre dans une ère de conflit. Les revendications sociales, comprimées tout au long de la guerre d'Algérie, se réveillent. À la pointe du combat revendicatif, les mineurs des charbonnages de France réclament un réajustement de leurs salaires sur ceux de l'industrie privée. L'État renacle, les mineurs se mettent en grève. C'est un peu le dernier grand soubresaut d'une profession qui est déjà sur le déclin. Parce qu'il faut quand même se rappeler que peu avant, le plan Jeanneney, du nom du ministre de l'Industrie de Gaulle, puis la construction européenne également, prévoit la réduction de l'activité charbonnière. Les dirigeants des syndicats de mineurs sont bien conscients des menaces qui pèsent et du déclin qui s'annonce de la profession minière. 48 heures après le début du mouvement, le général de Gaulle ordonne la réquisition du personnel des houillères. La CGT contre-attaque. La réquisition prononcée par de Gaulle a été vécue comme une profonde atteinte à la liberté. Moi, je crois que quand on touche à la liberté, toute la France ouvrière se met en colère, et ça a été particulièrement le cas en 1963. Ce qui explique que c'est unanime que les mineurs se sont dressés et ont balayé l'ordre de réquisition. Le mouvement fait tache d'huile. Et aux quatre coins de l'Hexagone, on organise des débrayages de solidarité et des collectes de soutien. Comme en 1948, des gosses de grévistes ont été hébergés dans les villes de la région parisienne et dans des villes autour des autres bassins miniers. L'union syndicale est sans précédent. Ça, je ne l'ai jamais vu. La greffe des trois syndicats qui sont mis ensemble, ça, je ne l'ai jamais vu. Avant, on faisait des greffes, l'un voulait, l'autre ne voulait pas, et puis total, c'était toujours tout blanc. Mais une greffe comme celle-ci, je ne l'ai jamais vue. Jour après jour, semaine après semaine, la grève s'installe. Les mineurs syndicalistes qui, par la force et leur conviction, ne voulaient pas laisser faire parce qu'ils savaient qu'il y en avait pour des décennies et des décennies, si jamais ils lâchaient sur leurs acquis, ont été obligés de puiser sur leurs réserves financières personnelles, vider les livrets de caisse d'épargne pour que les familles puissent avoir un minimum à manger. Et il y avait ces grandes manifestations où les élus de tous les partis, sauf le parti gaulliste, manifestaient ensemble avec les mineurs et avec toutes les organisations syndicales. C'était vraiment l'expression de l'unanimité de la presque totalité du peuple français. Face à la mobilisation syndicale, de Gaulle se raidit. Je pense que de Gaulle vivait dans son monde à lui et qu'il
n'avait pas pris assez conscience de la réalité sociale en France. Quoi qu'il en soit, le général plie. Et les mineurs, après 70 jours de grève, obtiennent une augmentation de salaire et leur 4e semaine de congé payé. Le 13 novembre 1964, les militants du syndicat chrétien CFTC, réunis en congrès, entrent dans une crise idéologique. Doivent-ils se séparer de la doctrine de l'Église ou la laisser poursuivre son influence sur leurs décisions? 64 est à mes yeux un moment où l'organisation affirme des principes laïques. C'est l'idée déjà d'une organisation qui ne veut pas se cantonner au seul monde du travail qui se retrouverait dans des valeurs chrétiennes ou la doctrine sociale de l'Église, mais qu'elle veut s'ouvrir à tous les courants de pensée, y compris chrétiens, disait-elle d'ailleurs à l'époque, elle ne l'exclut pas. Alors, Monsieur Descamps, ce congrès est terminé. Quels sont les résultats du vote décisif? Eh bien, le vote décisif a donné 70% pour l'évolution, c'est-à-dire pour le changement de titre et de statut. Et à la suite donc de ce vote, notre confédération sera demain la Confédération démocratique du travail. La CFDT va plutôt s'orienter vers un syndicalisme de négociation, que certains qualifieraient de syndicalisme d'accompagnement. Et donc la CFDT, peu à peu, forme un autre modèle de syndicalisme que celui qu'offrait la CGT, ce modèle de régulation par le conflit, qui avait jusque-là dominé. Il y a donc un projet d'un syndicalisme qui ne soit pas aplati comme FO, mais qui ne soit pas stalinien comme la CGT. C'est leur texte. Hein. Est-ce vrai? Ça, c'est autre chose. Lors de ce congrès, 300 délégués qui refusent la laïcisation décident de maintenir la CFTC. La naissance de la CFDT, événement historique dans l'histoire du syndicalisme, marque l'avènement d'un modèle alternatif à celui de la CGT. Le rock'n'roll est une passion, une religion, une frénésie qui ne va pas toujours sans casse. Un vent de changement souffle sur la France en cette fin des années 60. Les étudiants, là du conservatisme ambiant, rêvent d'un monde libre et pacifique. Dans les usines, le silence est trompeur car le chômage structurel apparaît et fait craindre un avenir sombre. Un vent de révolte bruisse dans les couloirs de la faculté de Nanterre. Le 22 mars 1968, une centaine d'étudiants menés par Daniel Cohn-Bendit occupent les locaux de l'université. Le 2 mai, pour mettre fin à l'agitation, la police intervient. Daniel Cohn-Bendit et 7 autres étudiants de Nanterre comparaissent devant le conseil de discipline à la Sorbonne. La manifestation organisée par l'UNEF s'amplifie. C'est visiblement l'explosion d'un coup de colère. C'est une demande du droit à la parole, pour l'essentiel, sur la nature de l'enseignement qu'on leur dispense, sur leur droit de questionner un savoir qu'ils appelaient bourgeois. Le mot était un peu rapide, il avait quand même une certaine signification. Mai 68 s'embrase, et dans la nuit du 10 mai, Paris vit de véritables combats de rue. L'escalade de la violence et la brutalité policière font basculer l'opinion du côté des étudiants. Il est évident que des problèmes n'ont pas tout de suite été quand même véritablement compris, mais à partir du moment où la police a chargé au quartier latin et ailleurs, il y a eu quand même un mouvement de sympathie. La CGT, craignant que les idées révolutionnaires de la jeunesse puissent contaminer les ouvriers, entre dans la danse et reprend le mouvement en main. Avec FO et la CFDT, elle appelle à la grève générale. Nous avons assisté à la grande manœuvre de récupération des confédérations syndicales et surtout du Parti communiste. Ces types, après une semaine de calomnie contre le mouvement du 22 mars, aujourd'hui prétendent que c'est eux qui, toujours et eux seulement, ont soutenu les revendications étudiantes. Le 13 mai 68, 7 millions de personnes, étudiants et salariés unis, arpentent le bitume aux 4 coins du pays. Mais la crise sociale prend le pas sur la crise étudiante. Chez Renault, les ouvriers se mobilisent. Nous appelons les salariés de Billancourt à déterminer dans chaque atelier, dans chaque bureau, des modalités d'action pour ouvrir les négociations chez Renault, sur les salaires, sur la retraite, sur les
les réductions du temps de travail, sur les libertés syndicales. Et dans l'après-midi du 16 mai, 2000 peut-être salariés des ateliers les plus combatifs arrêtent le travail et défilent dans l'usine. Cette grève d'une ampleur jamais connue dans l'histoire de notre pays, c'est la preuve de la puissance de la classe ouvrière. Le général de Gaulle, furieux de la situation, reçoit le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le président de la République s'adressera-t-il aujourd'hui à la nation? Je ne pense pas, n'est-ce pas, mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Le 24 mai, la France entière est paralysée par 10 millions de grévistes. Georges Pompidou demande alors au patron de négocier avec les syndicats de salariés. Je crois que la CGT avait clairement comme objectif d'obtenir un bon règlement social. Parce que n'oubliez pas que quand on regarde les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit que dans la période antérieure, il y avait eu très peu de négociations collectives, il y avait eu très peu d'accords signés. Il y avait un besoin de prendre un certain nombre de dispositions sur le SMIC, par exemple, sur les droits syndicaux. Au ministère du Travail, après 48 heures de négociation, un protocole d'accord est enfin approuvé. Il propose une hausse de 35% du SMIC, de 10% des salaires, l'élargissement du droit syndical dans l'entreprise, mais aussi la réduction du temps de travail hebdomadaire à 43 heures. À la sortie des négociations, le secrétaire général de la CGT est optimiste. Il est prouvé qu'il a fallu tout de même cette grève pour que des revendications présentées de longue date et qui se sont heurtées pendant de nombreuses années à un refus systématique du gouvernement et du patronat, ont pu enfin trouver une solution, sinon en totalité, au moins en partie. À Billancourt, Georges Ségui rend compte des négociations aux salariés. La parole à Georges Ségui. Les 5000 ouvriers présents huent le protocole de Grenelle et votent à main levée la reconduction de la grève. Au fil des semaines, le mouvement s'essouffle. Puis les syndicats de salariés actent les avancées sociales obtenues à Matignon. Les étudiants reprennent le chemin des amphis et les ouvriers de Renault celui des ateliers. En ce début des années 70, se profile, tant du côté du CNPF que des politiques, sous la tutelle de Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances puis président de la République, une ligne libérale qui va bouleverser le paysage économique. Avril 1973. Les 1300 salariés de chez LIP, fleuron de l'horlogerie française, apprennent la nomination d'administrateurs et la restructuration de leur entreprise. D'avril à juin, on a lutté à notre façon dans l'usine, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas grève, mais on faisait ralentissement des cadences. C'était même assez marrant parce que les horlogers qui ont des gestes minutieux et rapides avaient du mal à le faire lentement. Le 12 juin, les administrateurs sont dans l'usine. Ils annoncent aux salariés le gel des salaires. La tension monte. Charles Piaget, représentant de la CFDT, syndicat majoritaire, prend la tête de la rébellion. Comme des salariés avaient pris leur serviette qui était dans un bureau à côté, ils ont vu là où il y avait déjà des ébauches de plans avec des 480 licenciements, des personnes à dégager, etc. Donc, à partir de là, on a bien compris que la totalité de l'entreprise était en danger. Alors ça ne nous a pas plu. On les a pris en otage un moment. Et puis, c'est des gardes mobiles qui sont venus les délivrer. Et dans la nuit, on a piqué les stocks. Ça se comptait en milliards de francs. Hein. On a dit on ne rendra ce stock que si on est tous réembauchés. Licenciés, les LIP occupent l'usine et cherchent une solution pour pouvoir survivre dans une lutte qui s'annonce longue.
On a dit, bon, il faut remplacer l'argent. Bon, les collectes, ça ramasse 10% des salaires, pas plus. Et c'est déjà prodigieux. Donc, la seule manière, ça serait de continuer à se payer et donc de produire des montres. On n'avait rien à perdre puisqu'on n'avait plus d'emploi. On n'avait plus d'emploi, plus de salaire. Soutenus par les syndicats, les ouvriers remettent en marche une chaîne de production et vendent au public le stock de montres. C'est la première expérience d'autogestion en France. Une aventure qui devient très vite un symbole de lutte. La France entière se mobilise. Plus de 100 000 personnes déferlent sur Besançon en signe de solidarité. La rue bourdonne de revendications. Pour le patronat, c'en est trop. Pas question que les LIP montrent la voie d'une autogestion considérée comme subversive par le CNPF. Il y a eu autour de l'affaire LIP, je dirais, un déferlement de romantisme et de sentiments, et que tout ceci empêche les Français très souvent de voir la réalité où elle est. Vous savez comme moi que tout ce qui se dit à ce sujet ne fait aucune allusion à une situation normale. Il faut revenir à une société de type capitaliste, fabriquant des montres et les vendant au mieux. Mais le mouvement se durcit. Et à Matignon, le Premier ministre Pierre Messmer, qui soutient le patronat, ne décolère pas. Vous venez de nommer un nouveau médiateur dans l'affaire LIP. Est-ce que vous espérez que LIP va repartir? Je n'ai nommé personne. Je dis LIP, c'est fini. Je répète que LIP, c'est fini. Alors, il y a nommé par le ministre un homme pour s'occuper un petit peu de voir ce que l'on peut faire. Mais ce qui est décidé est décidé. Et je ne reviendrai pas dessus. En décembre 1973, Claude Neuschwander, numéro 2 de Publicis et patron de gauche, est appelé pour prendre les rênes de l'entreprise. Il réembauche pied à pied 950 personnes, mais rien n'y fait. Patronat et gouvernement veulent la chute de LIP. La décision de la mort de LIP est une décision qui relève de Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac avec M. Sérac du patronat français qui ont décidé au mois de septembre qu'il fallait arrêter LIP, mettre les gens, punir les LIP, et moi me décrédibiliser complètement. À la demande du gouvernement, Antoine Riboud, patron de Danone, mais aussi patron de gauche, rencontre Claude Neuschwander. Riboud m'a demandé à moi, est-ce que vous êtes prêt à accepter de licencier un certain nombre de LIP et de réduire la surface de cette entreprise? J'ai dit, monsieur, ça fait 2 ans que je me tue à sauver cette entreprise. Vous ne voulez pas que je la démolisse maintenant? Malgré les efforts de Claude Neuschwander, le 12 septembre 1977, LIP est définitivement liquidé. Les années 70 marquent la fin des 30 Glorieuses et des grandes luttes sociales. La défense de l'emploi devient la préoccupation majeure des syndicats. La victoire de François Mitterrand en mai 1981, la disparition de l'Empire soviétique et l'émergence de la mondialisation vont-elles rebattre les cartes du mouvement syndical ouvrier et patronal? Les syndicats vont devoir s'adapter à un ultralibéralisme économique qui va prendre le pouvoir sur fond de rigueur, de cohabitation, de krach boursier ou encore de radicalité. Sauront-ils y faire face? Quel sera leur rôle dans les décennies à venir? Les syndicats sont donc entrés dans l'histoire de France assez récemment. Pour en savoir plus sur leur naissance, je vous recommande le livre de Stéphane Sirot,
1884, des syndicats pour la République aux éditions du Bord de l'eau. Le Que sais-je de René Mouriot, le syndicalisme en France, au PUF, reste une référence. La semaine prochaine, nous verrons la seconde partie de ce documentaire. Elle montre comment, depuis 1981, les grandes centrales se sont transformées. On y voit aussi les dirigeants actuels aux prises avec la montée des nouvelles formes de protestation. Alors à dimanche prochain, à 22h30, sur France 5 bien sûr.